l'idée aujourd'hui, c'est de faire ce tour d'horizon. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Layton, qui va nous parler donc cette première partie un peu subvention, toutes les aides publiques qu'on peut trouver, crédit d'impôt recherche et compagnie. Mathieu, Benjamin. Parfait, merci beaucoup pour cette introduction. Quelques mots rapidement sur moi. Donc moi je suis manager des subventions au sein du cabinet Layton. Et on va intervenir aujourd'hui avec Benjamin Janoudi qui lui s'occupe de la partie commerciale pour vous présenter quelques opportunités de financement qui font l'actualité en cette fin d'année et aussi mettre en avant quelques opportunités pour l'année prochaine. On a pris un focus de présentation orienté sur les aides à l'investissement industriel et aussi les aides pour soutenir les projets orientés autour des green tech. Donc ça va vraiment être le focus. Alors je passe les slides si jamais il y a des problèmes de passage de slides. Rémi, je te laisse me le dire. Tout d'abord, quelques mots sur le plan de relance qui fait l'actualité en cette fin d'année. Il a été ouvert mis en place par le gouvernement depuis septembre. Je pense que la plupart d'entre vous en ont entendu parler. Juste quelques rappels et aussi c'est l'occasion de présenter comment il est organisé et ça vous permet à vous de voir aussi le genre d'opportunités qui vont être là pour vos projets. Déjà mettre en avant d'un premier point que voilà, c'est une enveloppe de 5 milliards d'euros qui va être débloquée, qui a déjà commencé à être débloquée et qui est prévue pour se dérouler en plusieurs phases qui vont s'échelonner jusqu'à 2022. Ce programme est organisé sur trois piliers, selon on va dire la stratégie de relance de l'économie française qui a été décidée par le gouvernement. Un volet sur l'écologie, c'est là où on va trouver des opportunités pour financer des investissements industriels, notamment liés à la décarbonation. Donc là, j'en parlerai un peu plus par la suite, ou encore pour financer des programmes autour des technologies vertes et notamment aussi autour de l'hydrogène. Il y a un autre volet sur tout ce qui est cohésion sociale. Donc là, pour le coup, on va être notamment, on va avoir un focus sur la cohésion des territoires et aussi une grosse thématique sur la partie santé. Et le dernier volet sur lequel qui va nous intéresser peut-être un peu plus aussi aujourd'hui, ça va être tout ce qui est compétitivité. Et il y a notamment un focus qui fait l'actualité sur la relocalisation de l'industrie en France ou le soutien à l'industrie dans les territoires. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Retenez que ces trois piliers vous présenteront pour vous des opportunités de financement. Chacun sont à peu près dotés d'une enveloppe similaire, aux alentours de 30 milliards d'euros. On a pris le parti donc de vous présenter quelques dispositifs qui font de l'actualité. Donc évidemment, ça ne va pas être une liste exhaustive. Je vais commencer dans un premier temps par vous présenter des appels à projets permettant de faire financer vos programmes industriels et qui font vraiment l'actualité et qui se clôturent dès le 17 novembre. Donc c'est vraiment une opportunité à saisir rapidement si vous ne l'avez pas déjà saisi. Donc à savoir qu'il y a actuellement 4 appels à projets sur la thématique industrielle, dont l'objectif est soit de moderniser l'industrie, soit de permettre sa relocalisation. Il y a deux appels à projets qui sont spécifiques à la filière automobile, un autre qui va être spécifique à la filière aéronautique, et les deux derniers vont être, pour le premier, dédiés à des secteurs stratégiques clés. On va parler de la santé, de l'agronomie, de tout ce qui est électronique et aussi tout ce qui est intrant essentiel à l'industrie. Donc c'est des secteurs assez larges. Et ça, c'est les trois premiers que j'ai cités, donc automobile, aéronautique, résilience. Ça, ce sont des dispositifs nationaux. Voilà, vous avez en dessous les enveloppes budgétaires prévues pour ces trois-là, sur cette première vague, qui se clôture le 17 novembre. Il y a aussi un quatrième volet, qui est lui plutôt traité au niveau des territoires, qui a pour objectif de soutenir les programmes industriels dans les territoires. Donc c'est traité par les régions, en direct et en coordination avec l'État. Et là, vous avez une enveloppe de 150 millions d'euros pour cette première vague. Ce qui est intéressant sur ces dispositifs-là, c'est qu'ils permettent, on va dire, de faire appel à un régime d'aide spécifique qui s'appelle le régime d'aide Covid-19. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais retenez que ce régime d'aide temporaire Covid-19, qui court jusqu'à la fin de l'année, permet aux entreprises qui ont connu des difficultés
liées à la crise Covid-19 de bénéficier jusqu'à 800 000 euros en subvention, avec un taux d'intervention pour aller jusqu'à 80% au titre de régime d'aide. Donc on va dire, c'est des taux d'intervention très intéressants, notamment pour les projets industriels. Donc c'est des vraies opportunités à saisir si vous avez des projets industriels à venir à court terme, donc ce qui est vraiment attendu, ils veulent un impact rapide. Donc si vous avez un programme industriel à lancer d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine, c'est une opportunité à saisir pour vous. C'est ouvert aussi bien en PME aux grands groupes, donc là aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on est vraiment, en termes de retombées attendues, soit vers une autonomie des filières françaises, soit aussi également, on va dire, une modernisation ou un soutien à l'industrialisation des territoires. Donc, à mon avis, vous pouvez trouver votre bonheur en fonction de votre projet industriel sur ces sujets-là. Donc, ça, c'est une opportunité qui fait vraiment l'actualité. Donc, je rappelle la date butoir, le 17 novembre, donc à garder en tête. Deux autres points deux autres opportunités pour vos programmes d'industrialisation. Donc là, on est plutôt sur du court ou du moyen terme. J'ai mis deux opportunités. Une opportunité portée par l'ADEME, que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, qui est en lien avec les fonds de décarbonation de l'industrie, qui elle va se clôturer le 9 novembre au travers d'un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle AMI Indus Décar, qui lui a vocation on va dire, sélectionner les premières idées de projets, de programmes industriels sur les thématiques liées à l'efficacité énergétique et la réduction, on va dire, de l'empreinte carbone des procédés, avec quelques exemples, par exemple l'électrification des utilités ou des procédés, ou de nouveaux usages matières, ou la réduction des gaz à effet de serre au sens large sur les procédés. Donc si vous avez des programmes qui sont dans ces thématiques-là, saisissez l'opportunité de faire connaître votre projet au travers de cette AMI qui se clôture très rapidement, début novembre. En termes de financement, ce n'est pas encore connu comment ça va se passer, parce que concrètement, cette AMI va après déboucher sur un appel à projet qui précisera les modalités de financement. En général, on est sur des budgets attendus de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros minimum en termes de programme d'investissement. Et le financement se fait souvent, en fait, ce qui est financé, c'est le delta des coûts entre la situation de référence et votre programme vert finalement. Donc il y a un surcoût qui est lié à vos investissements comparé à un programme standard. Et c'est cette partie-là qui est considérée comme les coûts éligibles. Et là, vous pouvez avoir un taux d'intervention qui est entre en général 30 à 50%. C'est en général de la subvention. Et le taux dépend évidemment de votre situation, de votre statut d'entreprise. Voilà, j'en dis pas plus. D'un point de vue européen, il y a aussi des programmes qui permettent de financer des projets de CAPEX ambitieux, notamment le programme European ETS, European Trading System Innovation Fund. Et donc ça, finalement, c'est le système d'échange des quotas d'émissions énergétiques finalement qui est mis en place par l'Europe et qui permet, au travers de ça, de financer des programmes industriels majeurs notamment. Donc ETS Innovation Fund, c'est une enveloppe qui sera estimée aux alentours de 10 milliards d'euros sur les prochaines années. Là, il y a un premier appel à projet doté d'une enveloppe d'1 milliard d'euros et qui permet de financer vos programmes industriels majeurs dans tout ce qui est la démonstration à l'échelle industrielle de technologies vertes. Donc ça va concerner de nombreux secteurs industriels. On va parler d'énergie renouvelable, on va parler de secteurs énergétiques à forte intensité énergétique, on va parler de technologies type capture du carbone, utilisation du carbone ou valorisation du CO2, stockage de l'énergie, réalisation de produits de substitution, moins consommateurs de ressources, etc., etc. Là, il y a un appel à projet, une première vague qui est en cours et qui se clôture très bientôt, le 29 octobre, sur des projets d'un CAPEX de plus de 7,5 millions d'euros, donc des programmes majeurs. Il y aura une deuxième vague qui va arriver, normalement, on n'a pas encore les dates d'ici la fin de l'année, avec des CAPEX inférieurs à 7,5 millions d'euros. Donc là, le taux d'intervention, c'est un taux d'intervention assez intéressant, on est de l'ordre de 60% en subvention. Là, pareil, ce qui est financé, c'est le surcoût comparé, on va dire, à une situation dite de référence. Voilà. Donc, si vous avez des programmes majeurs d'investissement à venir dans ces thématiques-là, ayez ça en tête. Assez rapidement aussi, j'essaie de respecter le temps, quelques opportunités de financement. Alors là, toujours orienté Green Tech, mais pas pour la partie industrialisation, mais plutôt la partie R&D.
Là, j'ai mis en avant un appel à projet qui est sorti récemment, côté de l'ADEME, qui est orienté, lui, sur les technologies et démonstrateurs en lien avec l'hydrogène. Donc, il y aura deux volets dans cet appel à projet-là. Enfin, il y a déjà deux volets. Un orienté sur les briques technologiques, donc on va être plutôt sur le développement et démonstration de composants et de systèmes liés à la production de l'hydrogène, mais également à son transport. Et en termes d'application ciblée, ça peut être assez large. On parle de transport, mais également sur la partie fourniture d'énergie. Il y a aussi un autre volet plutôt sur des TRL plus avancés. Donc on va être sur le côté démonstrateur avec soit des démonstrateurs ou voire même des usines pilotes, voire même des premières commerciales d'un point de vue technologique. Donc là, pour le coup, c'est avec des programmes, on va dire, plus ambitieux aussi qui vont être attendus. Et pareil, toujours orientés autour de l'hydrogène. En termes d'impact clé qui vont être évalués, évidemment, il y aura forcément la partie plus-value environnementale, le côté innovation, il s'attend des projets innovants, bien mettre en avant aussi la partie de vente de marché, le côté réplicabilité, puisque l'objectif c'est derrière d'avoir des technologies qu'on puisse adresser dans différents secteurs et dans différents territoires, et un côté aussi structuration filière, montrer comment on est capable de mobiliser différents acteurs de la filière. Voilà, en termes de budget, tout dépend des briques technologiques ou des volets qu'on va cibler, mais on est de l'ordre des budgets minimum à 2 millions d'euros ou de 5 millions d'euros. Et en termes de taux d'intervention, on est entre 25% et 60% selon votre statut, notamment. Et là, on est sur la subvention mixée avec l'avance remboursable, ou on peut prendre aussi l'option uniquement avance remboursable. Les dates clés à retenir, c'est que c'est ouvert voilà, depuis le 14 octobre. L'instruction se fait au fil de l'eau, donc n'hésitez pas à postuler rapidement. Un autre Alors, volet, Mathieu, il faudra un petit peu accélérer parce que je sens que quand je vois les slides qui restent, excuse-moi. ouais, bien sûr. Je pense que dans 2 minutes, après, je passe la parole Allez, ça à marche, Benjamin. parfait, D'accord? merci. Pardon. Un autre volet qui fait l'actualité, c'est le côté au niveau européen, c'est l'appel à projet Green Deal qui va vous permettre justement de faire financer vos programmes de R&D sur la Green Tech. Il y a 8 thématiques qui sont ciblées, donc c'est assez large. Vous pouvez facilement trouver votre bonheur. Pour candidater, on est au niveau européen, donc c'est minimum 3 entités de 3 pays, enfin 3 États membres en fait participants au programme H2020 différents. Et en termes de budget minimum, en général, on est plutôt aux alentours de 3 millions et plus. Voilà. Là, c'est la subvention et on est taux d'intervention entre 70 et 100%, enfin 70 ou 100% selon les TRL attendus et les types d'actions. La date butoir, c'est le 26 janvier, donc il ne faut pas tarder si vous souhaitez vous positionner, le temps de monter des consortiums adaptés. Voilà, très rapidement, j'avais aussi prévu 2 mots sur d'autres opportunités, on va dire plutôt génériques, donc ce ne sont pas thématisés, mais qui sont, on va dire, des opportunités plutôt historiques et qui sont renouvelées. Donc gardez un œil sur le concours innovation, c'est pour les projets individuels en France. La prochaine date, la prochaine vague n'est pas encore communiquée, mais devrait avoir lieu en début d'année. C'est un programme qui permet de financer des projets ambitieux entre 600 000 et 5 millions d'euros sur plusieurs thématiques qui sont portées par BPI France et par l'ADEME. Ça, c'est pour les programmes individuels. Il y a aussi toujours le PFPC pour les projets collaboratifs au niveau national. Il y avait deux volets, un volet régional et un volet national. Apparemment, les informations que nous avons, le volet régional ne serait pas reconnu pour l'année prochaine. Il y a toujours le volet national qui fait l'actualité. Donc là, c'est des projets ambitieux à plus de 4 millions d'euros de budget, avec des collaborations entre deux entreprises et un académique à minima. Donc là, l'idée, c'est de structurer une filière autour, on va dire, d'une technologie innovante. Et au niveau européen, j'essaie de faire le parallèle, il y a aussi d'autres opportunités assez similaires. Vous avez l'EIC Accelerator, anciennement instrument PME. La dernière vague était début octobre. Il va être a priori reconduit, mais sous certaines modalités, enfin avec des modalités légèrement différentes. Donc c'est un concours européen dédié aux PME qui permet de financer des projets ambitieux avec des taux d'intervention en termes de financement vraiment attractifs, jusqu'à 70% de subvention. Il y a également aussi l'opportunité d'aller chercher des equity sur ce genre de dispositif-là. Il y a des évolutions qui vont être apportées dans le cadre du nouveau programme cadre de recherche et développement européen, avec notamment, on va dire, la mise en place de présélection avec sous forme de pitch pour un peu, on va dire, aiguiller les candidats au mieux avant de préparer les dossiers complexes. Et le dernier volet européen, qui est un peu le pendant du PSPC, mais à une autre échelle, c'est le programme Eurostar.
qui lui est destiné aux PME préférentiellement, pour des projets en collaboration avec d'autres pays membres Eureka, donc c'est essentiellement les pays européens et d'autres pays hors Europe, et qui est destiné à des programmes, on va dire, à des projets de R&D très innovants, mais avec des TRL assez avancés, et vous permet là aussi d'aller chercher de la subvention. Donc voilà, l'idée étant pour moi de vous donner quelques idées de financement ou des mots-clés à garder en tête. Évidemment, on se tiendra à votre disposition si vous avez des questions pour aller plus loin. Là, j'ai mis de toute façon, je pense que la présentation vous sera partagée. J'en ai profité pour mettre des liens utiles, pour aller chercher des informations complémentaires. Et deux mots pour dire, voilà, mais nous, comment on peut vous accompagner sur ce sujet-là. Chez Layton, voilà, on a une équipe de spécialistes sur ces sujets pour comprendre votre projet, identifier avec vous les opportunités les plus adaptées et vous accompagner dans ces démarches qui sont parfois complexes et longues. Je passe la main du coup à Benjamin qui va vous parler des évolutions sur la partie crédit impôt recherche et autres sujets. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Benjamin Janody. Je vais faire vite parce que je pense qu'on a pris un petit peu de retard. Là, je vais vous parler des autres dispositifs fiscaux d'incitation à la R&D à l'innovation. Bon, c'est des dispositifs plutôt historiques et connus, donc on ne va pas rentrer dans leur fonctionnement, mais plutôt dans les dernières modifications apportées par l'administration, qui offrent quelquefois des opportunités et quelquefois sont plutôt des coups de rabot. Premier focus sur le dispositif IP Box, qui est un dispositif qui permet de diminuer à 10% le taux d'imposition du résultat qui est issu des revenus de concession ou sous-concession ou cession d'actifs de propriété industrielle. Depuis le 1er janvier 2019, il y a eu une modification de son ossature et de son organisation qui est un peu plus difficile d'accès. Ça s'apparente un peu au crédit impôt recherche pour l'obtenir. La grande nouveauté, c'est que les logiciels protégés par droit d'auteur font leur entrée dans les actifs éligibles à ce dispositif. Donc c'est une vraie opportunité pour les éditeurs de logiciels ou autres solutions numériques parce que c'est, pour avoir mené quelques missions l'année dernière, les enjeux sont assez intéressants et importants. À noter qu'il n'y a pas de rétroactivité possible puisque c'est une prise d'option sur la liasse fiscale de l'année en cours. Ensuite, sur le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation et autres dispositifs autour de ces deux-là, qu'est-ce qui a été modifié dès 2020? Déjà une diminution à 43%. Précédemment, on était à 50% du taux de frais de fonctionnement sur la partie dépenses de personnel. Donc, un petit coup de rabot là-dessus. Il y a également sur la partie déclaration obligatoire la suppression pour les entreprises qui ont moins de 100 millions de dépenses de R&D de la déclaration 2069A SD qui était une petite complexité rajoutée, donc une exonération de cette déclaration pour une bonne partie des sociétés. La création cependant d'une déclaration supplémentaire qui permet de faire un état des lieux de l'embauche des docteurs globalement via le crédit impôt recherche pour les sociétés qui font entre 10 et 100 millions de dépenses de R&D. Pourquoi ça ne passe pas? Si, pardon. Hop. Sur 2020 également, on a la pérennisation des crédits impôt innovation, crédit impôt collection pour la partie textile et le statut jeune entreprise innovante qui ont été prolongés jusqu'au 31/12/2022. Et se pose la question dès les lois de finances 2020, de la prolongation post-2022 du statut de jeune entreprise innovante, l'augmentation de son application à 10 ans, versus 8 ans avant, et en revanche commence à être abordée la possible suppression d'un de ces avantages qui est l'exonération d'IS pour la première année d'IS, et puis peut-être une limitation dans le temps de l'exonération des cotisations sociales des personnes en R&D. C'est pareil, un des atouts du statut. Sur la jurisprudence récente, première chose, première opportunité pour les organismes privés agréés, c'est-à-dire qui réalisent des prestations de R&D pour tiers, la possibilité pour ces acteurs de déposer du crédit impôt recherche uniquement sur leurs projets internes, les projets menés sur fonds propres, ce qui n'était pas le cas avant, ou en tout cas c'était raboté par la déduction des factures émises en externe, donc ça rendait le dispositif CIR très peu intéressant. Donc là, c'est une opportunité pour vous, organismes agréés, de nouveau mener des projets sur fonds propres de R&D, puisque le crédit impôt recherche pourra vous y aider pleinement pour le coup.
Sur la dépense de sous-traitance, deux sous-tirets, la possibilité de sous-traiter une opération dans le cadre d'un projet de R&D qui n'est pas en elle-même une opération de R&D, mais qui est nécessaire à l'avancée de votre projet de R&D. Donc ça peut être repris dans le CIR, dans votre assiette des dépenses, ce qui était un débat jusqu'à présent avec l'administration, et la possibilité également, deuxième point, d'avoir une sous-traitance en cascade en R&D, c'est-à-dire de donner une opération de R&D à réaliser à un organisme agréé et que celui-ci puisse manager derrière des ressources également en sous-traitance, et la possibilité pour le donneur d'ordre initial de récupérer l'intégralité des factures, en tout cas de manière sécurisée. Pour 2021, qu'est-ce qui est en débat et qu'est-ce qui n'est pas encore voté? Il n'y a rien d'acté dans ce que je vais vous dire, mais en effet qui pourrait arriver. Déjà, un gros coup de rabot sur la reprise des factures de sous-traitance pour les organismes publics. Jusqu'à présent, on pouvait doubler la facture dans l'assiette des dépenses, ce qui dopait, ce qui boostait les collaborations privées-publiques. Il y a une grosse discussion sur la fin de ce doublement. Je crois qu'il y a des enjeux de 200 millions de factures par an au niveau national. Donc c'est un vrai sujet pour les organismes publics, c'est un vrai sujet pour les structures privées qui font appel à des organismes publics et qui avaient ce booster jusqu'à présent. Après, il y a différentes obligations qui en découlent. Et ensuite, petite nouveauté, donc le changement des taux d'application du CIR et CI en Corse. Le CIR s'aligne au taux national qui est de 30%, et le CI qui normalement est de 20%, lui, ça baisse de 40 à 35%. Donc c'est le seul endroit qui serait en France, le seul territoire où le crédit impôt innovation serait plus élevé, le taux du crédit impôt innovation serait plus élevé que celui du crédit impôt recherche. Voilà pour notre partie. J'ai fait très vite sur ces questions. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les. On y répondra à la fin pour détailler certains points qu'on a abordés. Et si vous avez plus de questions, revenez vers nous par vos correspondants Minalogic, CIC ou Crédit Mutuel pour qu'on puisse y répondre de manière personnalisée. Merci Benjamin, c'était très concis. Merci Mathieu également. Bon, comme vous le voyez, c'est un sujet qui est très dense, on ne peut pas tout brosser en 10 minutes, mais effectivement, vous aurez également, vous enverra les liens et les coordonnées pour que tous ceux qui ont des questions complémentaires puissent, on va y répondre en fin de webinaire, mais du coup, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir les coordonnées, les contacts pour aller plus loin ensuite dans vos réflexions. Sans transition, du coup, on va passer par, donc là, on a vu tout ce qui est public, subventions. Maintenant, la partie donc bancaire, bas de bilan, avec les deux Thomas de la place de l'innovation, CIC Place de l'Innovation à Lyon. Juste, j'ai un mot parce qu'après je vais oublier. Il y a également, parce que parmi vous, donc Minalogic, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des gens qui sont parmi vous, j'imagine, de Grenoble. C'est Sophie Serror qui est en charge donc des places d'innovation et du CIC à Grenoble. Mais là, tout de suite, donc les deux Thomas pour la partie accompagnement bancaire. L'idée, c'était donc de vous donner un éclairage côté banque, comment on avait vécu la crise de notre côté, comment aussi on a observé voilà, vos réactions, vos inquiétudes. Cette crise sanitaire puis économique a provoqué beaucoup d'inquiétudes. Vous aviez énormément de questions. Voilà, vos plans de développement ont été remis en question. Les levées de fonds qui étaient dans le pipe, elles ont été retardées, décalées, négociées ou même carrément annulées. Donc il y avait, c'est vrai, beaucoup d'interrogations de votre côté. Puis après, on verra sur aussi par rapport au PGE, vous aviez aussi beaucoup de questions. En gros, si on refait un rapide tour d'horizon sur le côté bancaire, il est clair que dans un premier temps, le gouvernement a clairement joué le jeu, ainsi que les collectivités locales. Il y a eu beaucoup de dispositifs publics qui ont pu vous aider donc en bas de bilan. Si on les résume rapidement, on parlera par exemple sur Auvergne-Rhône-Alpes du prêt région. BPI aussi a été énormément moteur puisque a opéré le dispositif PGE, mais aussi a participé avec ses prêts de soutien à l'innovation.
a été aussi sollicité dans le cas des levées de fonds et a sorti un produit qui s'appelle le French Tech Bridge pour justement ces fameuses entreprises qui étaient en cours de levée quand il y a eu la crise du Covid. Et c'était un produit qui pouvait répondre. Puis aussi l'accélération du versement du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation qui ont permis en fait un petit peu de voir un peu plus clair au niveau trésorerie, en tout cas d'accélérer les versements. Sans parler des plans de relance sectoriels, où là, c'était vraiment, sur l'aéronautique ou l'automobile, c'était hyper général, mais bon, voilà. Deuxième mesure aussi qui a pu préserver votre trésorerie, donc le report des charges. Donc dans un premier temps, c'est vrai, il y a eu beaucoup de questions sur les reports des échéances sociales et fiscales. Là aussi, le gouvernement l'a permis, et a permis un remboursement lissé. Plus compliqué pour vos loyers, c'est clair, sur les foncières qui ont plus ou moins joué le jeu. Et au niveau de vos échéances d'emprunt, où là, il y a eu clairement un mouvement collectif de la place financière, où toutes les banques ont décidé de surseoir leurs échéances, de les suspendre pendant 6 mois, de mars à septembre, ce qui a permis encore là de préserver votre trésorerie, avec plusieurs options pour ces fameuses échéances suspendues de remboursement. Donc soit de les reprendre tout de suite à partir de septembre, soit de conserver la durée initiale de vos prêts mais d'augmenter les mensualités, ou soit carrément de reporter en fin de prêt les fameuses échéances suspendues pour voir, avoir un petit peu plus de visibilité. Ça, c'est vraiment au cas par cas, c'est selon vos prévisions et selon aussi vos secteurs d'activité, parce que c'est vrai que ce ne sont pas du tout les mêmes réalités dans cette crise sectoriellement. C'est clairement ce qu'on observe. Et puis après, troisième mesure, il y a eu ce qu'on appelle le New Cash, en fait. Donc l'État a sorti une contre-garantie, un fonds de solidarité de 300 milliards pour les prêts garantis par l'État. Ces prêts étaient garantis à 90%, le sont encore jusqu'au 31 décembre, et même le délai a été augmenté au 30 juin 2021. Donc vous pouvez encore demander des PGE. Le PGE, nous, ça nous a beaucoup occupé, comme vous pouvez l'imaginer. On a décaissé à peu près en 6 mois la production annuelle de crédit. Aujourd'hui, grosso modo, les grands ratios qu'on a, c'est que sur cette fameuse enveloppe des 300 milliards, il y aurait 120 milliards de décaissés. Après, le PGE, je pense que c'était un très bon outil de crise, puisque certains avaient vraiment des problèmes de liquidité, de trésorerie. Je pense notamment au retail, tout ce qui est évidemment café, hôtel, bar, restaurant, commerce de proximité, où là il n'y avait plus de déplacement physique et eux étaient vraiment dans le dur avec zéro chiffre d'affaires. D'autres ont tiré du PGE parce que c'était plus par précaution, donc certains le rembourseront dans 1 an ou assez rapidement. Et d'autres aussi, on a vu cet effet-là, clairement, n'en avaient pas spécialement besoin, mais ont profité un petit peu de cette manne. On essayait de faire leur enveloppe CAPEX ou de rembourser leurs dettes existantes avec du PGE, ce qui est interdit. Donc nous on a eu beaucoup de pédagogie par rapport à tous ces outils-là, notamment le PGE, et c'est encore le cas aujourd'hui. Après le PGE, il présente, c'est sûr, plusieurs avantages. Puisque vous avez un in fine de 12 mois et après vous avez l'option de soit le rembourser tout de suite, soit l'amortir jusqu'à 5 années. Là, il y a Bercy pour parler avec la Fédération française bancaire pour éventuellement décaler de 12 mois supplémentaires le début des remboursements. Ça, c'est pas encore acté, mais bon. C'est un très bon outil, c'est sûr, nous c'était à prix coûtant, c'était à taux zéro, donc les dirigeants d'entreprise parfois pensaient faire une affaire avec le PGE, et c'était du non dilutif, c'était pas cher, c'est une ressource longue.
Mais attention, en fait, c'est ce qu'on veut vous dire aussi, et là je laisserai Thomas, mon collègue, développer cette partie. Attention, puisque clairement, il va y avoir peut-être à un moment donné un effet ciseau et un problème de soutenabilité de la dette. On a résolu à court terme le problème de trésorerie. Maintenant, on va se créer peut-être un problème de solvabilité, puisque les bilans vont peut-être être moins bons en 2020, qu'on a augmenté sensiblement les dettes là avec le PGE. Ça va peut-être se poursuivre encore. Donc attention, maintenant il va falloir en sortir. Une dette, ça se rembourse, et la question, voilà, ça va être comment on en sort. Mais là, je laisserai Thomas poursuivre. Merci Thomas. Oui, pour poursuivre sur le PGE, donc, qui nous a effectivement bien occupés, la première réaction logique qu'on a pu constater, c'est effectivement beaucoup de demandes pour aller très vite et essayer d'obtenir le maximum du plafond qui était autorisé pour le PGE. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le PGE, il s'inscrit dans un dispositif qui est beaucoup plus global et qui nécessite, si vous voulez, une réponse concertée de l'ensemble des acteurs de l'économie. Pour un peu illustrer mon propos, si vous voulez, le PGE, pour nous banquiers, il nous a été présenté comme un outil qui va servir à aider, voire sauver les entreprises, et notamment les startups, par rapport à cette crise sanitaire, et pour surtout financer les charges incompressibles qu'elles ont eues, notamment pendant les 3 mois de confinement. Donc une fois que j'ai dit ça, évidemment, le PGE, vous comprenez qu'il ne sert pas à rembourser des obligations convertibles, il ne sert pas normalement à payer les dividendes, normalement il n'est pas non plus utilisé pour faire son plan de développement, investir, et dans certains cas, même quand vous avez des activités où vous devez payer beaucoup de loyer parce que vous avez un peu du foncier, ça ne sert pas non plus à payer les loyers des bailleurs. Donc l'un des premiers travaux que nous on a eu, mais que vous devez aussi vous avoir quand vous allez voir votre banque, c'est de bien mobiliser l'ensemble des acteurs que vous avez autour de vous. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire tout au long de cette crise, c'est de dire que on étudie bien sûr avec l'ensemble du pool bancaire et des pays la mise en place de financement et de PGE supplémentaires. Par contre, on souhaite avoir autour de la table des engagements, notamment par rapport aux actionnaires, qu'éventuellement ils remettent du new cash sous forme de fonds propres, sous forme de concours d'associés, que les détenteurs d'OC acceptent de subordonner le remboursement de celle-ci au remboursement complet du PGE, parce qu'effectivement, s'ils le remboursent avant, c'est finalement le PGE qui peut être utilisé comme un remboursement de ces obligations convertibles. Et dans certains cas, donc, ces discussions-là ont aussi permis de mettre dans la boucle, comme je le disais, parfois des bailleurs, en leur demandant de bien vouloir suspendre, voire annuler des loyers pendant peut-être au moins la durée du confinement. Donc ça, c'est un premier élément important, c'est que le PGE, c'est pas juste une dette qu'on contracte tout seul de son côté avec son banquier, ça s'inscrit dans un dispositif global et il faut bien intégrer l'ensemble des acteurs autour de ce dispositif-là. Votre banquier vous aidera à le faire si vous ne l'avez pas fait aussi vous en amont. Le deuxième aspect intéressant de ce PGE que nous on a pu constater, c'est que tous, évidemment, votre banquier, si vous l'avez déjà demandé, vous a demandé de justifier l'impact à court terme de cette crise sanitaire sur la société, sur votre plan de développement et les conséquences que ça a en court terme. Ce qu'il ne faut pas oublier quand vous allez présenter une demande de PGE, c'est aussi d'y inclure votre vision stratégique à long terme. Alors c'est bien sûr difficile à dire en période de crise, mais il y a un impact court terme clair et visible, mais comment vous vous positionnez dans le futur? Qu'est-ce que cette crise a comme impact sur votre industrie? Et derrière, quelles sont les réflexions, voire les choix stratégiques que vous allez mettre en œuvre pour y répondre? Car si vous voulez, faire du PGE pour faire du PGE, ça peut être une bonne idée, mais en même temps, comme l'a dit mon collègue, c'est une dette qui est long terme et qui, quoi qu'il arrive, devra être remboursée. Donc pour illustrer un petit peu, nous, on a eu parfois des cas de start-up qui, par exemple, nous disaient toutes les études le prouvent, en période de crise, ce sont les entreprises qui investissent le plus, qui s'en sortent le mieux et qui prennent les parts de marché. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais la question c'est, est-ce que ça s'applique à vous? Est-ce que vous êtes en position de le faire? Est-ce que vous avez un avantage compétitif qui va vous permettre de sortir votre épingle du jeu? Car dans bien des cas, ajouter du PGE, ça pose juste la question de dire, dans un an, est-ce que finalement, vous allez pouvoir la rembourser? Et parfois, ça a impliqué à ce que votre BP initial, non seulement vous les réalisez, mais voire vous alliez encore plus loin, parce que vous vous êtes imposé un service de la dette beaucoup plus important
et qu'il va falloir rembourser. Dans d'autres cas, on a eu des entreprises qui nous ont même parlé du PGE, ne serait-ce que pour lancer des projets, faire des développements pour occuper les équipes, parce qu'ils avaient peur que leurs équipes, leurs salariés éventuellement, lassés un petit peu du dispositif de chômage partiel, trouvent d'autres opportunités et s'en aillent. Là encore, souscrire à du PGE et de la dette longue en quantité importante, c'est une idée, mais est-ce que ces projets-là qu'on lance, c'est bien ceux qu'il fallait lancer? C'est bien ceux qui vont vous permettre de sortir de la crise par le haut et pas juste simplement, entre guillemets, vous donner une bulle d'oxygène et derrière vous imposer un poids lors du remboursement des échéances qui va être très important. Donc ça, c'est des points de vigilance qu'il faut que vous ayez quand vous présentez une demande. Le banquier, le PGE, c'est pas un dispositif, même si ça a été présenté parfois un peu comme ça au niveau de la presse, c'est pas un dispositif qui est automatique et qui est octroyé d'office. Ça nécessite la coordination de beaucoup d'acteurs et derrière, ça a des enjeux par rapport à la réflexion stratégique. Pour terminer, peut-être sur une note positive, effectivement, nous, le PGE nous a beaucoup occupés pendant toute cette période. Mais il ne faut pas oublier que vous avez à votre disposition auprès de votre banquier tout un tas de services et de dispositifs, d'outils qui vous permettent, comme le font les PME déjà depuis longtemps, mais de vous apporter des sources de financement ou d'optimiser votre trésorerie. Je prends des exemples. Si vous êtes à l'international, pensez crédit documentaire. Si vous avez des clients, par exemple, des belles signatures en tant que client, pensez au financement du poste client, que ce soit en factor ou en DAI. Si on vous demande de défaire du cash deposit, pensez caution bancaire, demandez-la à votre banque. Tout à l'heure, Layton nous parlait du CIR. Sachez que normalement, votre banquier peut vous accompagner dans la mobilisation du CIR. À partir du moment où un cabinet comme Layton a monté votre demande et l'a validée, nous derrière, on peut préfinancer ce CIR-là. Et pour aller encore plus loin, il y a d'autres outils, je ne vais pas en faire la liste exhaustive, mais tout à l'heure, on parlait de cette entreprise qui avait une problématique de fidélisation de ses salariés. Là, pensez intéressant participation. C'est aussi l'un des moyens de fidéliser ses collaborateurs. Alors, l'avantage de tous ces outils que je vous cite un petit peu rapidement, le gros avantage que je peux vous donner par rapport à la dette moyen long terme, c'est que c'est très souple et ça s'adapte à votre plan d'activité et à votre développement. C'est-à-dire que plus l'activité aura tendance à croître, plus vous pourrez utiliser ces outils. Et à l'inverse, si l'activité décroît ou n'est pas à la hauteur de ce que vous pensez, plus ils seront adaptatifs puisque vous rembourserez uniquement ce que vous deviez en fonction de l'activité. Donc ça s'adapte, ça c'est des outils qui sont très adaptés en temps de crise puisque souples et qui suivent votre développement. À l'inverse d'une dette moyen terme qui, elle, une fois qu'elle est dépensée, si elle n'apporte pas les réponses escomptées, restera toujours à rembourser. Donc voilà pour la partie un peu bas de bilan côté CIC. Ok, merci Thomas, merci Thomas. Donc, on va passer maintenant à la partie haut de bilan, donc avec Crédit Mutuel Innovation. Alors, Stéphane Simoncini est connecté, mais il n'est pas avec nous. Il a quelques symptômes qu'on connaît actuellement. Par contre, Maxence est à côté de moi. Du coup, voilà, on a vu la partie financement public, la partie bancaire, l'importance, comme l'ont dit les Thomas, c'est vraiment dans cette période-là, avec la mise en place des PGE, il a fallu se mettre autour de la table avec les écosystèmes, avec BPI, mais également avec les investisseurs, parce que leur vision va pouvoir nous éclairer justement, nous banquiers, sur l'avenir. Donc du coup, je laisse la parole à Maxence pour nous évoquer ces sujets. Maxence, c'est à toi. Bonjour à tous, donc je vais peut-être enlever mon masque, je suis désolé Franck, pour que l'auditoire puisse bien m'entendre. Je m'écarte. Donc je m'appelle Maxence Valero, effectivement, je suis investisseur au sein de Crédit Mutuel Innovation et j'ai une pensée particulière à Stéphane, qui aurait bien aimé animer ce webinaire de Crédit Mutuel Innovation. Je vous propose, là, au regard du temps qui nous reste imparti, de balayer les différents sujets qu'on souhaitait aborder en 3 thématiques. Peut-être tout d'abord vous présenter rapidement qui est Crédit Mutuel Innovation. Vous n'avez pas forcément tous, j'imagine, une vision très claire de qui on est et dans quelle mesure on est différenciant par rapport à certains autres fonds d'investissement. Axer une réflexion autour des valorisations des entreprises dans le contexte Covid.
Parce que j'imagine que beaucoup de notre auditoire sont des entrepreneurs et ils souhaiteraient lever des fonds dans les mois, voire années à venir. Et enfin, vous spécifiez un petit peu plus dans ce contexte extrêmement particulier, quelle est la stratégie d'investissement propre à Crédit Mutuel Innovation. Donc, pour faire une présentation très rapide de CMI, donc Crédit Mutuel Innovation, on est une filiale, le bras armé direct de Crédit Mutuel Alliance Fédérale sur les activités de venture capital. Donc on investit directement au capital des sociétés dites innovantes. Le groupe, et peut-être c'est une des notions principales et différenciantes par rapport à certains de nos confrères que vous allez pouvoir rencontrer et qui sont nommés VC, c'est qu'on investit notre propre argent. Donc on est en soi, on est un hybride entre un corporate venture et un VC venture capital où il y a des souscripteurs qui viennent leur fournir de l'argent sur un délai court ou qui doivent rétribuer avec une plus-value. Nous, on investit notre propre argent, donc à hauteur de 250 millions d'euros sur la partie Crédit Mutuel Innovation, qui vont de 1 à 20 millions d'euros, donc qui nous situent globalement de la série A à la série C, voire D, qu'on n'a jamais fait encore pour le moment. Donc plutôt sur des sociétés qui ont déjà une certaine maturité, on va dire, produit et ou commerciale. Les secteurs que nous adressons donc, sont principalement les secteurs du digital, de l'industrie, donc tout ce qui va être rupture technologique et qui n'ont pas nécessairement qui n'ont pas nécessairement une maturité commerciale suffisante, mais en tout cas des brevets à forte dimension. Et enfin, les sciences de la vie, qui représentent à peu près la moitié des sociétés qu'on accompagne aujourd'hui. Si vous avez des questions plus particulières par la suite sur nos structures, je vous laisserai vous les poser dans le Q&A. Deuxième point, donc peut-être un des points qui vous intéresse un peu plus, finalement les différents éléments que je vais avancer sont parfois subjectifs, parce que c'est le ressenti aussi d'un investisseur, et peut-être que d'autres vous donneront notre tendance. Néanmoins, ça reste la majeure partie des mouvements de pensée sur ce sujet-là actuellement. Donc la valorisation actuelle, donc vous n'aura pas échappé que la crise sanitaire, elle a impacté une crise économique qui est inédite. Et assez étonnamment, il y a des forces qui ont assez opposées qui impactent la valorisation des startups. Donc je vais vous présenter globalement dans quel écosystème vont graviter nos entrepreneurs dans les mois et années à venir. Et puis je vous fournirai globalement certains points d'attention et une petite conclusion face à ce contexte-là. Donc tout d'abord, un des éléments clé, c'est que l'argent récolté par les fonds restant à investir, il reste considérable sur le marché. Néanmoins, il y a certains souscripteurs auprès de VC classiques qui ne répondront pas aux appels de fonds auxquels ils sont engagés avant la crise. Ça va impliquer nécessairement une diminution de l'argent disponible sur le marché et une sélectivité qui va être accrue. Deuxième point, c'est que globalement, ça je pense que les entrepreneurs qui sont en phase de lever le fonds ont pu le constater, les investisseurs en capital risque qui ralentissent le rythme des nouveaux tours de table et favorisent donc un accompagnement un peu plus important, toujours plus important, sur leur participation qu'ils ont en portefeuille. Donc deux raisons à ça. Donc tout d'abord, c'est effectivement le maintien de leur argent pour refinancer les sociétés où ils sont déjà actionnaires. Et deuxièmement, un sous-jacent marché qui reste des fois très compliqué, dégradé sur certains secteurs de marché, et donc des BP sur les startups qui souhaiteraient lever des fonds qui seraient compliqués. Face à ça, effectivement, il y a un constat sectoriel qui est celui-ci, c'est que tous les secteurs ne sont pas égaux face à cette crise. Il y a des secteurs qui restent très meurtris, mais qui ont des propositions de valeur qui sont extrêmement importantes, en tout cas pour le bon déroulement de l'économie. Je penserais principalement au secteur industriel, et si je devais les catégoriser en numéro 1 le plus impacté, effectivement, c'est le secteur aéronautique, ça on l'a mentionné au préalable au cours de la présentation. Le deuxième secteur le plus impacté, ça va être l'automobile, et le troisième peut-être le ferroviaire. Il y a un secteur qui résiste plutôt bien, c'est celui du digital, la transformation digitale des entreprises, sur lequel nous sommes positionnés au sein de Crédit Mutuel Innovation. On constate une certaine résilience, voire même une hyper-croissance sur certains secteurs de marché. Donc ça, en tout cas, c'est un réel constat. Les sciences de la vie résistent plutôt bien, mais
le développement de certaines sociétés va être différé, non pas à cause d'un sous-jacent marché qui serait mauvais, mais plutôt à cause de certains reports d'essais cliniques, et donc qui repousse finalement le time to market. Voilà. Au-delà des marchés qui sont directement bouleversés par le Covid, ceux qui bénéficiaient au préalable d'apports assez considérables de grands industriels ou de fonds de corporate vont probablement avoir moins d'argent à investir. Donc ça, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, mais il devrait y avoir un certain impact, et principalement les sociétés qui étaient financées par des fonds d'investissement qui avaient une thématique industrielle. Voilà, qui allait directement en fait sur la stratégie d'investissement d'un corporate venture qui faisait du fonds de fonds. Point complémentaire, mais ça a été très largement abordé, c'est les pouvoirs publics qui sont très actifs dans le financement. Il y a un point c'est très bien d'être financé, mais il y a un point quand même sur lequel il faut être vigilant, c'est que plus vous vous endettez, plus les valorisations vont baisser. C'est l'impact de la dette nette dans la valorisation d'entreprise. Vu que les investisseurs ne voudront pas augmenter les valorisations d'entreprise, ou tout au mieux, ou tout du moins plutôt les baisser, la valorisation de vos titres vont forcément être impactées au plus la dette nette sera grande. Donc, en tout cas, nous, au sein de Crédit Mutuel Innovation, on est très attentif à la charge de la dette. Ça a un impact sur le BP et sur le cash, sur les ratios d'endettement, et surtout, ça modifie profondément les thèses d'investissement qu'on peut avoir au sein de nos sociétés qui, en tout cas, il était coutume de ne pas avoir trop de dettes sur des startups. Il y a un autre élément bon, aujourd'hui, on a finalement encore assez peu de recul, mais qui devrait arriver, c'est que les cessions à l'international vont s'avérer de plus en plus complexes. On avait commencé à le ressentir avec un contexte économique qui était un peu particulier avant le Covid. C'est que les États vont faire davantage de protectionnisme et ils vont pousser vers des cessions qui soient soit, en tout cas pour la France, des cessions européennes, soit des cessions françaises. Et cela aura un impact de diminuer les prix de cession. Du fait que les prix de cession soient diminués et pour assurer un certain rendement aux investisseurs, nécessairement, ils vont demander des valorisations d'entrée qui seront moindres. Donc, pour faire une rapide synthèse de cet environnement qui est assez particulier et où il y a effectivement beaucoup d'axes qui viennent impacter ces valorisations, on a un constat global, c'est qu'il va y avoir deux types de tendances. Il y a une tendance majeure qui va viser à avoir une décroissance des valorisations de multiples de chiffre d'affaires d'environ une trentaine de %. On peut se référer par exemple aux dernières crises de 2000 et 2008 qui ont généré, alors ça va dépendre des secteurs géographiques, hein, mais des baisses de valorisation qui allaient entre 20 et 60%. On peut même constater par exemple que, j'imagine que vous connaissez la société Lime, les petites trottinettes électriques qui sont à disposition en mode B2C. Ils ont fait une levée de fonds là, en courant de l'été, 270 millions d'euros. Il y a eu une décote de valorisation de 83% par rapport au dernier tour. Donc ils sont passés de 2,4 milliards à 400 millions d'euros de valorisation. Donc ça, effectivement, il y a des secteurs de marché qui vont être plus ou moins impactés au regard du contexte Covid. Ça, je pense que ça va être à peu près la majeure partie des sociétés dans lesquelles vous travaillez actuellement, quoi. Une tendance qui est un peu plus mineure, et ça, je pense particulièrement au secteur du digital, où il y a des startups qui arrivent à tenir avec une belle croissance, une maturité commerciale qui est avérée, voire même qui s'est accélérée pendant le contexte Covid, et qui auront des valos qui seront probablement plus importantes qu'avant le Covid, par la raréfaction de ce type de dossier auprès des investisseurs. Donc moins de startups devraient être en mesure de lever des fonds, ce qui va faire grimper des valorisations de celles en capacité de croissance forte, et avec une ambition qui reste intacte. Et au final, ce qu'on peut conclure, c'est que ce n'est pas une baisse drastique des valorisations de levée de fonds qui se profile, mais plutôt un paysage qui sera extrêmement fragmenté suivant les secteurs. Donc une conclusion, si on peut vous donner 3 conseils, c'est effectivement faites attention à votre endettement. Choisissez bien votre investisseur, excusez-moi, car tous n'ont pas les mêmes contraintes. Contraintes de temps, possibilité de refinancement, et surtout n'ont pas forcément les mêmes souscripteurs. Suivant vos secteurs, malheureusement, il faudra peut-être s'habituer à faire le dos rond. Donc ça, c'est toujours facile à dire quand
quand on est du côté investisseur. Mais il vaut peut-être mieux des fois faire des petits bridges en interne avec les investisseurs historiques et malheureusement se diluer un peu plus sur des valorisations qui ne seraient pas forcément hyper décentes, qu'aller chercher des gros tours de valorisation sur un... Déjà, vous allez vous épuiser, et on sait très bien que c'est chronophage de faire des levées de fonds, vous épuiser et potentiellement avoir des valorisations qui ne seraient pas décentes et en tout cas pas à la hauteur de vos attentes. Enfin, dernier élément, sur la stratégie d'investissement de Crédit Mutuel Innovation, pour en dire 2 mots très rapidement. Donc nous, on a eu une année record en termes de montant d'investissement, non pas forcément en termes de deal, mais en termes de montant d'investissement, et ce qui corrobore dans une certaine mesure avec ce que je vous disais au préalable, c'est qu'il va y avoir des levées de fonds qui seront de plus en plus importantes dans certains secteurs, et c'est ce qui se traduit cette année-là, enfin en tout cas cette année pour Crédit Mutuel Innovation. Néanmoins, du fait qu'on ait fait beaucoup d'investissements, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention à nos participations, on y fait d'ailleurs plus attention qu'avant et toujours plus, et on les soutient jusqu'au bout. On privilégiera toujours de soutenir des sociétés en lesquelles on a encore foi, que de faire un nouvel investissement, on va dire, pas d'une manière contrainte, parce que chez nous, en tout cas, on le fait de manière contrainte, mais peut-être un peu moins choisi. Donc on n'a pas arrêté d'investir, mais on sera encore plus sélectif et on aura un objectif qui sera celui d'avoir une stratégie définie pour compléter certains verticaux, en tout cas métiers, de notre portefeuille que l'on vise comme stratégique à date. Et un dernier élément, mais ça je l'ai dit à 2 reprises, et encore une fois pour insister, comme on travaille sur nos fonds propres, on peut se permettre au sein de Crédit Mutuel Innovation de surmonter plusieurs crises par rapport à nos concurrents qui ne peuvent pas se le permettre. Donc ça sera mon mot de la fin et je vais laisser la parole à Franck pour la session Q&A. Alors, merci Maxence, on est presque bon niveau timing, on a pris quelques minutes de plus. Les questions, donc j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Je me promène sur les questions et réponses. On parle du prêt participatif. Je ne sais pas si quelqu'un peut vous parler du prêt participatif qui est en train d'être mis en place. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Oui, donc Thomas du CIC, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur le sujet, mais effectivement, le gouvernement travaillerait alors sur une enveloppe a priori réduite, mais sur un prêt qui serait distribué par les banques et qui devrait venir, alors si j'ai tout bien suivi, mais venir aider les entreprises qui ont un réel potentiel de rebond, mais qui, du fait de l'année 2020, ont vu leurs fonds propres un peu dégradés. Mais pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'informations. Oui, et j'ajouterais que apparemment, c'est ce qu'on lit dans la presse, hein, l'enveloppe serait comprise entre 3 et 20 milliards d'euros. Donc bien moins que le PGE, ça va être très sélectif. Ok, merci. On n'a pas de questions, donc après je ne sais pas si quelqu'un veut aller dans la petite rubrique, donc vous avez en bas présentation, questions et réponses. Si tout a été clair, de toute façon, comme je le disais, on vous enverra à tous, tous les participants, tous les inscrits, les coordonnées pour que vous puissiez, si vous avez des questions en particulier, vous adresser directement aux personnes que vous avez entendues. Je le répète également pour les personnes, là vous avez entendu côté bancaire, Thomas Legrand, Thomas Bossan, qui sont les 2 chats et l'affaire en charge sur la place de l'innovation de Lyon, spécialisée start-up entreprise innovantes. Il y a Sophie Serror qui est sur Grenoble, et vous aurez également les coordonnées dans le petit lien qu'on vous enverra. Et sinon, écoutez, il est midi, s'il n'y a pas plus de questions, je vais pouvoir vous souhaiter un bon appétit. Est-ce qu'on a action pour Industrie 4.0? On a une question du coup. Nicole Briand, action pour Industrie 4.0. C'est-à-dire Oui. Alors peut-être je peux reprendre cet élément-là, Mathieu Larocque. Vas-y Mathieu, vas-y. Ouais, très rapidement. Alors tout ce qui est modernisation des outils industriels rentre dans les appels à projets qui font l'actualité, notamment au niveau de l'appel à projets
dédié au soutien à l'investissement dans les territoires d'industrie. Donc si vous avez de la digitalisation, de l'IoT, ça peut tout à fait rentrer dans ce scope-là. D'accord. Et aussi en régional, il y a d'autres dispositifs plutôt classiques tels que l'industrie du futur qui vont permettre de financer, on va dire, des sauts ou des gaps technologiques sur ces thématiques-là. D'accord. Donc il y aura, si vous avez un projet à court terme, vous pouvez d'ores et déjà vous positionner, on va dire, notamment sur le programme porté par les territoires industrie au niveau local. J'espère avoir répondu à la question. Évidemment, si vous voulez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter, on pourra échanger en direct. Parfait, merci Mathieu. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était plutôt dense. J'espère que ça vous a éclairé et que du coup, ça va vous permettre de continuer à vous développer sur cette fin d'année et pour 2021. Écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée et je remercie encore à tous les intervenants et à très bientôt. Merci. 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 Merci à tous.